Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je suis aujourd'hui avec Virginie Dalhuin. Dalhuin? Oui, Dalhuin. Dalhuin. Alors, qui est résidente de Saint-Silver. Et là, vous êtes venu sous mon radar parce qu'il y avait des projets, il se passait des choses à Saint-Silver et on a vu ça apparaître sur les réseaux sociaux. Comment on appelle ça? Du verdissement, Il y a un Il y a un projet en cours d'implantation d'un îlot pollinisateur. pollinisateur. Oui. Pour que nos petites bébites qui, justement, aident la nature à se régénérer ou en tout cas à prospérer, on leur donne une chance. En fait, c'est même au-delà de ça. Le but du projet d'îlot pollinisateur, il est fait pour, oui, favoriser les pollinisateurs d'un sens, mais avant tout de créer une vitrine sur la pollinisation pour la population, pour les enfants de l'école qui s'en venaient au moment où on a commencé le projet. Donc, aspect éducatif, pédagogique. Éducatif, pédagogique. Puis le troisième volet est la création de, la production finalement de récoltes. Parce que l'îlot pollinisateur, la pollinisation sert à produire des fruits. Donc les fruits servent à être mangés par la population. Donc, arbres fruitiers. Oui. Et quoi d'autre pour les pollinisateurs, là? Alors, on va aller chercher toutes les essences, toutes les plantes compagnes qui vont pouvoir venir soutenir les pollinisateurs dans leur cycle de vie et aussi favoriser la présence d'insectes qui seraient des prédateurs pour les maladies ou pour les insectes nuisibles. Aux pollinisateurs. Aux pollinisateurs ou aux fruits. Ou aux cultures, OK. Aux cultures. Bien, on pense souvent à l'abeille, mais des pollinisateurs, là, il y en a pas mal plus qu'on pense. Là. Oui, effectivement. Il y a tout le spectre des abeilles, des bourdons, ces animaux-là. Mais il y a aussi les oiseaux qui peuvent... les oiseaux, les mammifères, qui par leur déplacement peuvent créer des échanges de pollinisation. Il y a le vent, qui est un très grand pollinisateur aussi. Puis par la bande, on pourrait, nous, comme humains... C'est plus difficile de créer un îlot pour le vent, là. Pour le vent, oui, mais par contre, ça peut être un très beau laboratoire pour voir le processus quand l'abeille ou le mammifère n'intervient pas dans le processus. Les papillons aussi, je pense. Papillons, oui, aussi. Est-ce que les guêpes pollinisent? En plus de nous tourner autour, là... Oui, c'est une bonne question. J'avoue que je ne suis pas allée dans le processus de l'îlot à aller chercher toutes les être exhaustive. Oui, c'est ça, tous les pollinisateurs. Là. Chaque insecte ou chaque animal a son rôle, là, mais ça va dépendre de ce qu'on... Donc là, ce qu'on voyait comme photo, on voyait, on maniait la pelle, puis justement, il y avait plantation. Oui. Plantation d'arbres fruitiers. Ça en est rendu où, là, le projet? Pour l'instant, les fruitiers sont là. Les fruitiers sont là, mais on n'a pas juste les fruitiers, on a aussi un tilleul dans le dispositif qui sert d'alimentation pour les abeilles ou pour ces insectes-là qui sont présents tôt au printemps. Qu'est-ce qu'ils mangent dans le tilleul? Les bourgeons du tilleul vont leur servir. Les tilleuls, les fleurs aussi. Le tilleul est une essence qui est très, très reconnue. Puis au-delà de son alimentation pour les pollinisateurs, justement, les insectes pollinisateurs, il est aussi utile dans l'alimentation humaine, le tilleul. Oui, mais ça, je ne savais pas que les pollinisateurs, par exemple, raffolaient du tilleul. Oui, le tilleul est... Fait que là, arbre fruitier, tilleul, à part de ça, est-ce qu'il y a des fleurs? Elles ne sont pas encore installées. Elles vont l'être d'ici la fin de la saison, là, au courant du mois de septembre. On était un peu tard au printemps pour les mettre en place. Donc, ça vient là dans les prochaines semaines d'aller les chercher, les mettre en place, parce que pendant l'été, c'était pas le bon temps pour venir les implanter. Là, on parle d'un aspect pédagogique. Ça doit être proche de l'école. C'est juste en arrière de l'école. Et une toute nouvelle école. Toute nouvelle école, oui. Donc, mon Dieu, vous allez être en business, comme on dit, à Saint-Sylvain, nouvelle école, ce bel îlot-là en arrière. Bien, en fait, l'îlot appartient à la municipalité. Il est à la population, à la municipalité et à tous les gens qui vont vouloir l'utiliser. Donc, il est, en fait, dans la disposition de l'îlot, la façon dont je vais le dire, je l'ai travaillé parce que mon rôle là-dedans, ça a été de réfléchir à l'implantation de l'îlot, à quel endroit et de quelle façon on allait l'implanter. Mais le choix du site n'était pas le même au départ. Mais on a réfléchi à la localisation en fonction de tout ce qu'on avait comme ressources et comme utilisateurs potentiels autour. Donc oui, il a été volontairement localisé juste à côté de l'école pour pouvoir servir de support pédagogique direct
Et on l'a vu pas plus tard que cette semaine avec la fête de l'école, les jeunes, les enseignants se trouvaient dans les jeux d'eau, parce qu'il a aussi été localisé juste à côté des jeux d'eau, pour pouvoir servir, le tilleul va faire de l'ombrage sur les jeux d'eau par la suite. Et les enfants se questionnent sur ce que ça peut être. Et puis les professeurs aussi s'intéressent à ça. Donc, on a eu des discussions qui ont commencé à s'aborder là, sur... là, avez-vous planté des arbres à un certain niveau de maturité? Parce que sinon, moi, j'ai déjà parti des frênes sodo, là, puis maintenant, c'est... Oui. Mais parce que, bon, il faut qu'ils puissent résister, je ne sais pas, aux jeux tempestifs, recevoir un ballon... Je suis pas allée dans l'exploration de l'enfant ou les jeux, etc., qui pourraient avoir un impact là-dessus. Je dirais que le choix des espèces qui ont été mis là, c'est fait en fonction de la disponibilité en pépinière. Le premier choix, en fonction des essences on imagine quelque chose, mais ensuite, on est, disons, guidé par ce qu'on a, les possibilités. Oui, puis les possibilités, puis c'est aussi le choix des espèces, c'est fait en fonction, en allant chercher des espèces qui sont indigènes du Québec. Oui. Alors, on a élargi le terme d'indigène du Québec parce que des pommiers, des pruniers, des cerisiers indigènes du Québec, c'est pas nécessairement ceux qui vont être, d'un point de vue alimentaire, les plus intéressants. Donc, on a élargi ça en, si j'en ai une espèce qui pousse naturellement au Québec dans la région, on va aller chercher une variété de l'espèce, mais qui ne sera pas nécessairement la variété locale. C'est sûr que les petites pommes surettes, là... sinon, on n'aurait pas eu grand intérêt à la présence à l'îlot. Par contre, on est allé chercher la mélanchier qui est indigène du Canada, qui est l'espèce centrale de l'îlot, la mélanchier. On est allé chercher la viorne, qui est aussi locale, et puis le framboisier sauvage, qui sont aussi des espèces sauvages qu'on est venu ajouter ici. Donc, viorne elles, pour elles-mêmes, un autre nom, c'est le pimbina. Le pimbina, oui. C'est ça. Ça, peut-être les gens vont connaître plus, là. Possible. Je vous dirais que moi, mon référentiel, il est peut-être pas le même que alors, vous, c'est votre travail. On voit le groupement forestier. C'est mon travail, oui et non. C'est par la bande, en fait, que je me suis retrouvée à faire ce projet-là. C'est pas un projet habituel dans mon travail, absolument pas. Moi, je suis ingénieure forestière. Gérer finalement, les forêts? Je suis un conseiller forestier pour l'aménagement forestier. En forêt privée, pour le groupement forestier. Sauf que depuis quelques années, je suis chargée de projet pour le développement de services connexes dans le groupement forestier. Puis quand on parle d'aménagement forestier de façon générale, je vais dire, parce que ça change de plus en plus, là, on parle de l'aménagement des forêts pour la production du bois. On parle pour l'aménagement faunique aussi, de plus en plus. L'aménagement récréatif. Et puis, de plus en plus, dans les dernières années, on entend parler des produits forestiers non ligneux. Donc, tout ça, les petits fruits, les végétaux en eux-mêmes, là, donc pour produire des huiles essentielles, pour produire du sapin de Noël pour la décoration, ou toutes sortes de choses qui ne sont pas la matière ligneuse pour le bois, finalement. Et le projet d'îlot s'inscrit, oui, un peu dans mon activité professionnelle, mais à la base, mon implication dans le projet vient aussi beaucoup de ma formation, je dirais sideline, mon intérêt pour la notion de permaculture, la notion de développement de systèmes et d'écosystèmes fonctionnels entre eux. Donc, la permaculture touche à la foresterie, mais pas seulement à la foresterie. On est dans la bordure entre la foresterie, l'agriculture, le social, on est à beaucoup de Puis choses. la faune, là, vous parlez de la faune, entre autres, là, bon, on tient compte de ça aussi, là. Alors là, vous devez faire pousser des choses chez vous si vous avez un intérêt. En fait, oui. Ma sensibilité pour le sujet vient de mon installation à Saint-Sylvain il y a 5 ans à peu près. Et où j'ai commencé à regarder mon terrain aussi avec cet œil-là de permaculture pour voir les interactions entre les éléments. Ça commence par une assez longue observation, la permaculture. Oui, on prend un endroit, on regarde c'est quoi la dynamique, c'est quoi les interactions, puis ensuite on commence à élaborer un projet ou qu'est-ce qu'on veut faire avec. Là. Oui, puis il faut quand même garder en tête que la permaculture, c'est pas juste des végétaux. C'est pas juste ça qu'on regarde, et c'est pas juste l'objectif n'est pas juste de faire pousser des choses. C'est regarder un système au complet. Et la permaculture touche les végétaux, les animaux, les systèmes, l'eau, le vent, les pentes, le drainage, etc. Mais il touche aussi l'humain. L'humain fait partie intégrante du système. Et ça, c'est quelque chose qui est
très intéressant pour moi. Là. Moi, c'est autour de ça que Ouais. je travaille beaucoup, que je m'oriente de plus en plus. L'humain, là, dedans et non pas au-dessus. Exact. Parce Oui. que ça, on l'a connu, on l'a fait. Là, on espère, on va être ailleurs Oui. dans les temps à venir. Là. Donc là, ben, 5 ans à Saint-Sylvain, mais en provenance de où? Parce que là, Daluin, c'est pas un nom qui est super répandu. Dans En le coin. provenance de la France, du nord Oui. de la France, mais en transition par la ville de Québec pendant plusieurs années Ah. aussi à mon arrivée ici. Ça fait quand même donc un certain temps que vous êtes parmi nous, parce que ça s'entend moins. La France s'entend moins. Ça fait 13 ans, 2009 je suis arrivée, donc OK. en 14e année. En fait, je pense que j'arrive sur mon 14e... je viens de passer mon 14e anniversaire. OK. Là, vous étiez déjà ingénieur forestier quand vous êtes Pas du arrivé? tout. Non? Non. Ah? C'est une J'étais deuxième étudiante. carrière? Ou? J'étais étudiante. OK. J'avais 19 ans quand je suis arrivée. OK. Je suis arrivée pour mes études au cégep de Sainte-Foy en technologie forestière, puis après à l'Université Laval en aménagement forestier pour devenir ingénieur forestière par la Fait que suite. vous saviez déjà ce en quoi vous vouliez vous Pas alliez? du tout. Non? Je suis arrivée pour étudier en foresterie. Ben, bon, donc, Ben, je suis arrivée parce que c'est le programme qui s'est, je dirais, mis devant mes yeux. D'arriver en technologie forestière, mais j'y suis allée un petit peu par élimination ou par intérêt. Avant, en France, j'avais commencé mes études en agronomie, environnement, agriculture. OK. Et puis avant même ça, je m'étais un petit peu essayée avec l'idée de peut-être être vétérinaire, qui est très, très Ah, contingentée. bon, mon Dieu. Fait qu'un amour du vivant, là, que ce Ouais. soit les animaux, les plantes, ainsi de suite, là. Oui, effectivement. Le vivant, l'organisation de tout ça, mais l'humain aussi, je vais le répéter, mais qui prend beaucoup de place, même pour moi, personnellement, dans ma façon de travailler. Là. Donc, Québec, la grande ville, Saint-Sylvain, petit village. Saint-Sylvain, petit village, petite maison dans le fond d'un rang, vieille maison dans le fond d'un rang. C'est une dynamique complètement différente de la ville de Québec, mais Ouais. en France, j'habitais dans un village de 200 habitants, là, donc c'est pas quelque chose qui est inconnu pour moi, la ruralité, je vais dire ça comme ça. Je vous entends, puis j'ai souvenir d'avoir vu, encore une fois, sur les réseaux sociaux, je pense que c'était vous qui demandiez, vous aviez de la place pour que quelqu'un vienne. Mon Dieu, vous avez vu ça sur les réseaux sociaux? Ben oui, puis même moi, je fais des saisies d'écran, puis tout ça, puis ben, en fait, quelqu'un qui pourrait venir cohabiter, Je suis surprise que vous ayez vu ça parce que c'est sur un groupe fermé. Donc, si vous avez vu ça, c'est que probablement que vous étiez sur le groupe. Ben oui, pourquoi C'est pas? possible, c'est possible. Donc, est-ce que ça a eu une suite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour s'installer sur le terrain avec vous? Oui, temporairement. OK. En fait, j'ai eu des gens qui sont venus m'aider, temporairement, puis j'en profite pour aider mes voisins aussi dans leurs entreposages. J'entrepose dans ma grange, qui n'est pas utilisée actuellement. Donc, OK, donc c'est vraiment grand, là. c'est quand même grand, oui, 50 Ouais. 000 pieds carrés, ça fait du stock pour moi toute seule avec mes enfants. OK. Fait que qu'est-ce que vous avez semé chez vous? Cette année, pas grand-chose. On est en retard sur le potager. Par contre, cette Oups. année, j'ai profité de l'îlot, en fait, Mais dans la dynamique pour ça aller... donnait bien, ça n'a pas été une super bonne année. Ben, en fait, nous, là, les concombres, les tomates, ça va bien. Le reste, pas Pas mal terrible. juste des concombres Ouais. jusqu'à présent. Ouais. Par contre, j'en ai profité. C'est un travail qui se fait. L'observation prend beaucoup de temps, mais après ça, la mise en œuvre peut prendre du temps en fonction Oui, de nos ça capacités aussi. humaines, Ouais. justement. Fait que j'ai profité de l'îlot, c'est des circonstances. Dans des commandes pour les plans de l'îlot, ben, je m'y suis prise un peu d'avance, passer des commandes pour ne pas manquer les périodes de plantation. Finalement, ce que j'ai commandé n'a pas été planté au village, donc c'est resté sur ma commande personnelle, donc ça a été planté chez nous. OK. Donc j'ai des noyers, des sureaux et framboisiers, cerisiers, noisetiers qui sont venus prendre la place chez nous. Un embryon de quelque chose. En permaculture, là, la présence de l'eau est très importante. Oui. Donc, un plan d'eau, un cours d'eau, avez-vous ça? J'ai pas de plan d'eau. Par contre, j'ai la pouponnière à moustiques de la région, je pense, dans ma cour.
Ah non. Ça aussi, ça a été une bonne année pour ça. Oui, moi j'ai des fossés bien pleins. Dans mon observation du site, j'ai des gouttières qui ramassent beaucoup d'eau. J'ai des fossés qui stockent énormément d'eau. Okay. J'ai un milieu qui est très peu drainé aussi. Donc il y a la possibilité probablement d'implanter un plan d'eau, mais c'est des choses aussi qui demandent de vérifier les réglementations municipales, les obligations. On ne fait pas ça n'importe comment. Fait que moi je préfère y aller tranquillement, un pas à la fois, plutôt que de faire des erreurs en fait. Au fur et à mesure. C'est très sage. Oui. Donc, on est bien à Saint-Sylvain? On est bien à Saint-Sylvain. Fait que là, vous vous impliquez, là. Les îlots pollinisateurs, ça, vous êtes... votre employeur vous délègue pour vous occuper de ça ou c'est une implication bénévole? C'est un mix des deux. En Okay. fait, j'ai été approchée personnellement par la municipalité. J'étais déjà impliquée dans la municipalité et pour moi, ça fait juste du sens de contribuer de cette façon-là. Ça venait aussi me nourrir moi-même et me permettre dans l'opportunité de possiblement, quand je vais être capable de mettre tout ça sur papier, de me certifier en design de permaculture. Donc tout ça fait son chemin. C'est toutes des choses qui se suivent en parallèle. Puis mon employeur m'a supporté en fait dans le projet dans le fond, dans ma responsabilité professionnelle, parce que ça reste que, même si c'est de la permaculture, même si ce n'est pas forestier, étant une professionnelle, une ingénieure forestière, je suis tenue de tous mes actes, qu'ils soient professionnels ou non, qu'ils soient bénévoles ou non, à partir du moment où ça touche le vivant, où ça touche le végétal, ça tombe dans ma responsabilité professionnelle. Donc, avec mes assurances professionnelles. Donc, avec fait que ça, vous avez un ordre, OK. L'ordre des ingénieurs forestiers, oui. OK. Donc, qui vous encadre, là, dans toutes les sphères de votre vie, finalement. Oui, c'est ça. Okay. En fait, l'ordre professionnel vient défendre le public, vient pour défendre les intérêts du public. Donc, comme professionnel, on doit travailler pour le public. Donc, ça a été aussi des choses que, d'un premier abord, oui, j'accepte de contribuer au projet d'îlots pollinisateurs, sauf que, c'est connexe à mon travail. C'est pas de la foresterie, mais ça rentre quand même là-dedans. Donc, c'était à prendre en compte dans tout. Fait que vous avez sensibilisé la ville au fait que, il fallait que ça se fasse d'une certaine façon. Là. Oui, c'est ça. Ça ne peut pas se faire de façon improvisée. Donc, il y a quand même beaucoup d'heures de bénévolat qui ont été mis dans ce projet-là, mais c'est professionnel. Fait que là aussi, vous avez fait une certaine pédagogie en expliquant un peu, justement, comment ça fonctionnait quand on traite avec un ingénieur forestier. Hein. Oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est posé aussi la question du territoire parce que le Saint-Sylvain, même si je vis à Saint-Sylvain, en fait, j'ai répondu par l'affirmative à la demande en étant résidente de Saint-Sylvain. Oui. Mais Saint-Sylvain n'est pas mon territoire de travail habituel. Parce que, on voit groupement forestier, mais c'est de où? Il y en a plusieurs. Le groupement forestier Arthabasca-Drummond se trouve près de Victoriaville. On couvre la région d'Arthabasca, la région de Drummond, mais ici, dans la région, c'est le groupement forestier de Nicolette-Yamaska qui couvre Saint-Sylvain. Donc, c'est aussi le respect du territoire de chacun, ce qui est très important pour nous au niveau du groupement puis dans notre modèle d'affaires. Donc, c'est un service qui est fait en étant citoyenne, qui est donné. La municipalité n'est pas membre chez nous, mais c'est un service connexe qui est donné. Cela dit, si vous êtes résident de Saint-Sylvain et que vous voulez des travaux d'aménagement forestier, ça va être avec le groupement forestier de Nicolette-Yamaska que ça va se passer. On ne veut pas transférer à un moment donné, là, parce que ce serait plus proche pour vous, pour le travail? C'est pas sur la table, non. C'est pas sur la table. Vous êtes bien où vous êtes? C'est sûr que ce serait proche. C'est à Sainte-Gertrude, forestier de Nicolette-Yamaska. Vous parliez d'implications au niveau municipal. Oui. Quelles autres implications vous avez eues? En fait, je suis administratrice de la coop de solidarité de Saint-Sylvain depuis les débuts de la coop. Donc, je peux dire que je suis encore administratrice parce que l'entité coop existe encore, même si c'est pas un secret pour personne. On a déposé la faillite il y a quelques semaines. Ouais. Et en fait, ça, je me suis trouvée impliquée dans le projet à mon arrivée tout de suite à Saint-Sylvain. Je suis arrivée en 2017. La coop la bâtisse était à vendre à ce moment-là. Donc, le comité de citoyens qui s'est formé à ce moment-là. Puis moi, nouvelle maman, nouvelle arrivante, puis avec cet intérêt-là pour contribuer à la vie communautaire, finalement, tout simplement. Ouais. Je vais vous dire, j'ai un regret là, dans ma très courte carrière de journaliste, c'est de ne pas avoir couvert la coop de Saint-Sylvain là, de son vivant. Parce que c'est tellement une belle œuvre. Et
on retrouve ça dans quelques autres endroits, des gens qui ont voulu vraiment sauver un service de proximité dans leur village. Sainte-Marie de Blandford a ça, différentes places comme ça. Et à chaque fois, premièrement, c'est les gens qui se réunissent pour ensemble. Tu sais, en partant, c'est beau. Oui. C'est beau, puis c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur à mes yeux. Fait que ça, c'est un regret. Puis, mais ça a dû être toute une aventure, là. Vous étiez plusieurs là-dedans, puis vous êtes allé chercher des sociétaires aussi pour... Oui, en fait, ça a été la beauté dont vous parlez là, au départ, ça a été un projet qui a été énormément supporté par la population, même qui a surpris tous les partenaires. Je dirais même les partenaires qui travaillent avec différentes organisations un peu partout. On a été chercher 69 000 $ en part sociale, à coût de 200 $ la part sociale, et quelques-unes qui étaient des membres de soutien, donc qui sont venus apporter des montants un peu plus élevés. Oui, la population voulait, puis ça c'était clair dès le départ, et c'est ce qui nous a encouragés en fait à aller de l'avant avec le projet. La population était là derrière pour dire on veut maintenir ce projet de proximité. Donc ça, on l'a toujours gardé en tête et on l'a même encore en tête aujourd'hui. Ouais. La population est une part très, très importante de pourquoi on démarre le projet, pourquoi on le fait, le projet, et pourquoi on continue de s'impliquer avec le temps dans le projet malgré les difficultés. Ouais. C'est pour maintenir le service. Là. Donc, il y avait un noyau, conseil d'administration, tout ça. Conseil d'administration initial, oui. Mais les gens aussi étaient derrière, puis on fait en sorte, parce qu'il y a eu des moments difficiles, là. Tu sais, c'est les dernières années, là, pour n'importe quel commerce, avec n'importe quel statut, ça n'a vraiment pas été évident. Fait que, disons que ça a pris tout un village pour que ça dure. Oui. Peut-être que la coop n'aurait pas pu durer aussi longtemps si les circonstances n'avaient pas été les mêmes. Peut-être que la coop aurait pu durer plus longtemps si les circonstances n'avaient pas été les mêmes. Ouais. L'historique, je ne sais pas si vous avez lu la lettre qui a été faite aux membres de la coop. Ouais. L'historique est celui qui est présenté dans la lettre. Là. Dès le départ, ça a été difficile pour plusieurs raisons. Les questions financières sont, je veux dire, le point central là, de ces difficultés-là. Ouais. Mais c'est aussi une grosse bâtisse qui demande énormément de frais. Et ça, malheureusement, malgré la volonté de la population de maintenir le service, c'est pas parce que d'autres options n'ont pas été regardées. Là. Avant d'acheter la bâtisse, on a regardé pour faire d'autres choses que racheter la bâtisse, peut-être bâtir plus petit ou peut-être faire d'autres choses. Toutes les décisions ont été prises de la meilleure façon possible en fonction de ce qu'on était capable de faire et en fonction de ce qui était la meilleure option possible dans ce qui était. Malheureusement, ça se solde par ce qu'on connaît, par la faillite. Ouais. Mais je pense qu'avant tout, c'est 4 ans d'opération et peut-être une expérience qui va faire grandir tout le monde au travers de tout ça. Fait qu'on aurait aimé ça, être couvert quand même peut-être plus localement pour donner plus de visibilité. Ouais. On reste quand même des administrateurs et le conseil d'administration a évolué aussi avec le temps pour la coop. Et chaque administrateur arrive avec ses forces, arrive avec ses capacités de donner pour l'organisation. Et bien, c'est pas pareil d'avoir une organisation dans un milieu de 850 habitants comme Saint-Sylvain versus une ville où il y a énormément de monde. Ouais. On a plus de chances de trouver des gens avec les forces spécifiques qui sont nécessaires pour ce genre d'organisation-là dans des milieux plus larges. Oui, il faut connaître le commerce gros et détail et ainsi de suite. Des choses, on ne peut pas s'improviser nécessairement dans non, malgré le fait d'être accompagné, je veux dire, on apprend chacun au rythme qu'on est capable d'apprendre avec nos réalités personnelles aussi, que personne n'est professionnel là-dedans non plus. Ouais. Je veux dire, moi, je suis ingénieure forestière. Je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de l'aventure, mais je me forme dans des choses connexes, mais l'épicerie, ça n'a jamais été quelque chose que je maîtrise, et pourtant, j'ai appris beaucoup de choses, l'épicerie, la comptabilité, la gestion de ressources humaines. Okay. Oui, beaucoup de choses. Puis là, vous n'en parlez pas au passé, malgré, un peu... les derniers développements. Oui. Donc, est-ce qu'il va y avoir une suite? Vous dites on est encore administrateur, puis... Bien, tant que l'entité coop de solidarité de Saint-Sylvain existe au niveau administratif, j'imagine qu'on est encore des administrateurs de cette coop-là, malgré la faillite. Puis en fait, on l'est encore parce que pas plus tard que la semaine
passé, on a eu la rencontre avec les créanciers. Ouais. C'est sûr que le syndic de faillite reprend le dossier à partir de maintenant pour la faillite, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est fini qu'on se lave les mains, puis il y a des choses à finaliser. Je n'ai pas encore le portrait, mais il y a des choses à finaliser dans toute cette aventure-là, ne serait-ce que répondre aux questions des gens. Oui, parce qu'il y en a eu des questions, parce que ça a été assez subi. Là, on a annoncé, on a des ventes, des gros rabais, venez en profiter, il faut vider l'épicerie, puis ça, puis ensuite, pouf, fermé. Et là, je pense que c'est à cause justement des démarches de la faillite. Vous ne pouviez pas dire aux gens ce qui se passait, puis le qui, du quoi, du quand, du où. Là. Et ça, je pense que le monde a trouvé ça difficile, parce que les gens étaient vraiment derrière là, l'organisme. Mais bon, la lettre est venue éclaircir là, tout ça. Ça doit vraiment être crève-cœur là, pour vous autres, les administrateurs. Ça a été extrêmement difficile. Ça a été extrêmement difficile et on est 4 administrateurs, en fait. C'est un conseil d'administration de 7. On est 4 administrateurs et à plusieurs reprises, on a fait des appels pour avoir... on est allé chercher des gens un petit peu plus par le bouche à oreille. On a fait un appel aussi pour avoir d'autres administrateurs. On est 4 personnes là actuellement sur le conseil. On est tous des mères de famille, on a tous un emploi. Il y en a qui sont aux études en plus. On est... plusieurs monoparentales sur la situation. Fait que on fait tout ce qu'on peut, on a donné tout ce qu'on pouvait, puis je l'ai mentionné à plusieurs reprises, il y en a qui ont donné plus que ce qu'ils pouvaient. Ouais. Puis, oui, c'est crève-cœur. C'est crève-cœur, je dirais pas que c'est crève-cœur, je dirais que c'est difficile. Cela dit, on a tous fait ce qu'on pouvait. Puis moi, c'est ça que je retiens, c'est qu'on a tous fait ce qu'on pouvait, nous, comme administrateurs, mais aussi les gens qui sont venus ou qui ne sont pas venus acheter à la coop. Il n'y a pas personne à blâmer là-dedans. On a fait ce qu'on pouvait en fonction, au niveau de la gestion, les liens avec les fournisseurs, les liens avec les partenaires, tout s'est fait comme on pouvait, au meilleur de ce qu'on était capable de faire. Puis, ça ne fait pas que c'est moins difficile, mais ça fait que, on peut quand même se dire que c'est un projet qui, malgré les difficultés, malgré l'aboutissement, c'est quand même, je pense, une grande réussite de ce qu'on a été capable de faire au travers de tout ça. Les circonstances sont pas bonnes, mais... puis oui, je comprends tout à fait les gens qui ont été surpris, et d'autant plus que, je peux le dire, je suis la personne qui a rédigé les communications. Ouais. Et quand je voyais les gens qui attendaient après moi pour leur donner l'information, je ne pouvais pas faire plus que ce que j'étais capable de faire pour rédiger les choses, et tout en ayant en tête que on est des individus qui avons des obligations au niveau légal, au niveau moral, au niveau familial. Ouais. Et qu'on doit jongler avec tout ça pour être capable de livrer l'information, mais de la livrer de la bonne façon sans se mettre nous-mêmes en danger. Ouais. Et d'arriver au bout des procédures sans se mettre nous-mêmes en danger. Prendre nos responsabilités, mais à protéger les gens aussi qui ont tourné autour du projet dès le départ, en fait. Là. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Saint-Sylvain, là, vous m'avez beaucoup impressionné. Ça et la lutte pour l'école. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Et je pense que c'est des actifs qui vont rester, qui vont avoir des conséquences. Je vous félicite pour ce que vous avez fait. Merci. Puis on va pouvoir aller voir là, l'îlot de pollinisateurs. Oui, puis je pense que le Saint-Sylvain doit s'appuyer sur tout ce qui se fait, ce qui s'est fait. Oui. Pas pour dire « Ah, on a échoué sur telle chose », mais pour dire « On est capable ». Puis là, moi, je vois justement pas plus tard qu'en fin de semaine, il y a eu un très beau rassemblement à Saint-Sylvain par le comité des loisirs. C'est là-dessus que Saint-Sylvain doit s'appuyer pour aller de l'avant. Plein de force. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Virginie Dalhuin. Merci. De nous avoir parlé de votre travail et de Saint-Sylvain. Oui, merci beaucoup.